Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Émilie. Émilie, elle vient nous parler de son voyage du Canada au Panama en camping-car avec ses 3 enfants. Elle va nous expliquer son itinéraire, son quotidien, ses galères, ses rencontres, ses coups de cœur et son retour anticipé. Voilà, j'espère que ce podcast va vous plaire. Belle écoute! Bonjour Émilie, merci d'avoir répondu présent à mon appel pour participer au podcast de Parents Voyageurs. Je suis super contente de t'avoir. Mais c'est pareil pour moi. Merci à toi d'avoir pensé à moi. C'est très gentil. Oui, je suis tombée sur ton Instagram et je suis tombée sur une photo de toi devant un camping-car avec tes enfants. Et donc, du coup, ça m'a interpellée. Et donc, du coup, je suis allée un peu scroller ton profil. Et du coup, j'ai découvert en fait votre voyage. Donc, j'ai voulu en savoir un petit peu plus. Est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter? Oui, alors voilà, je m'appelle Émilie. Là, j'ai 37 ans. Le voyage, c'était en 2016. Ça fait un moment qu'on est rentré, mais on est toujours dans le voyage. On est rentré, mais on n'est pas rentré. Donc, ce voyage, non. Ce voyage, il a été préparé des années à l'avance. Ça veut dire que donc, nous sommes partis en 2016, mais ça faisait déjà des années qu'on voulait partir. Parce qu'en fait, mon mari, quand il était petit, a fait le tour de l'Italie en camping-car avec son père et ses cousins. Et voilà, ça lui a donné, il voulait faire le tour du monde. Donc, on voulait faire le tour du monde au départ. Et puis, à chaque fois qu'on mettait la maison en vente, elle ne se vendait pas. Donc, on a dit, bon, on stoppe l'idée. Et le jour où on était bien posé dans nos vies, c'est-à-dire qu'on avait 2 boulots où ça allait bien, tout, on met la maison en vente, on dit on tente, et là, elle est partie. Donc, on a dit, bon, c'est le destin, quoi, il faut qu'on le fasse. Sauf qu'elle ne s'est pas vendue vite. Donc voilà, donc ça a tout changé pendant le voyage. Ça a tout chamboulé. Mais bon. Donc finalement, ce projet de voyage, il était en lien avec la vente de la maison. C'était le facteur pour pouvoir partir. Ouais, c'est ça. Il fallait qu'on vende de la maison. Alors à chaque fois, on avait des boulots, on n'a pas trop d'études, donc on n'a pas de carrière du tout faite. Donc du coup, dès qu'on en avait marre d'un boulot, on se disait, allez, c'est l'occasion, on en a marre du boulot, on met la maison en vente. Et en fait, on a l'impression que, maintenant avec le recul, que on mettait la maison en vente pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'on voulait faire le voyage pour fuir en fait un peu notre quotidien. Et quand on allait très bien, on avait 2 boulots où on était très bien tous les deux, c'est là que ça a fonctionné, quoi. Du coup, on a dû tout lâcher alors que ça allait. Mais et on l'a dit à personne. D'habitude, on le disait à la famille. On disait, voilà, on a mis la maison en vente pour partir et tout. Bon, il faut dire que personne n'était chaud dans nos familles respectives. Là, on l'a pas dit. C'est-à-dire qu'on l'a mis en vente en cachette. On l'a pas dit aux enfants non plus. Et bon, eux, on savait qu'ils étaient partants de toute façon. Donc, Ils avaient quel âge les enfants, tu te souviens? Plus ou moins? Alors, ils avaient 12 ans, 9 ans et 5 ans. D'accord. Oui, ils étaient grands. C'était aussi un challenge de quitter l'école, etc. À cet âge-là. Ouais. Bon, le petit, il était petit, donc lui, bon, malheureusement, on va dire, il a suivi. La grande, elle avait qu'une envie, c'était de partir. Et par contre, celle du milieu, ça a été très compliqué. Le départ a été très dur parce qu'elle était très attachée, ne serait-ce qu'à la maison déjà. Et la famille, les amis, pour elle, ça a été très dur, mais maintenant, elle ne demande qu'à repartir. Du coup, comment ça vous est venu cette idée de partir en camping-car? Alors, au départ, tu parlais d'un tour du monde. Finalement, pourquoi camping-car? Alors, le camping-car, tout simplement parce que c'est la façon de, comme donc Alain, mon mari, était parti avec ses cousins et son père. Donc, du coup, c'est l'idée du camping-car qui est restée parce qu'en gros, on avait un peu notre maison avec nous. Donc, voilà, pour nous, c'était le plus pratique. Après, finalement, quand on est rentré, moi, j'aurais bien fait l'Asie sac à dos. Donc, après, voilà, les choses évoluent. Mais ouais, pour le départ, le camping-car, c'était rassurant, en fait. On savait où dormir tous les soirs. Pour les devoirs, il y avait quand même une certaine routine qui s'installait. Donc, c'était assez simple, on va dire. Finalement, vous avez choisi de partir aux États-Unis. Vous avez fait Canada, Panama. Tu peux nous parler de ton itinéraire?
Alors, au départ, on a fait 50 000 itinéraires. Au départ, on devait arriver au Canada, donc ça, bon, ça ne changeait pas. Et ensuite, on devait faire normalement le nord des États-Unis. C'est-à-dire, on devait faire Yosemite, Yellowstone, Chicago, voilà, on devait faire le nord. Sauf que la maison donc, a tardé à se vendre. On devait partir au mois de mai-juin, on avait estimé. Sauf que la maison a mis un temps fou à se vendre, il y a eu plein de soucis avec les papiers. Du coup, on n'est parti qu'en août de Corse. Après le temps d'arriver en Belgique, que le camping-car traverse jusqu'au Canada, enfin, on a vraiment commencé l'aventure début septembre. Donc, du coup, la neige est arrivée, le froid aussi. Donc, on a changé tout l'itinéraire et du coup, on est allé en Floride, là où on ne devait pas aller. Sauf qu'il y a eu l'ouragan Matthew. Donc, on a dû retourner dans les terres. Et c'est là qu'on a vu Nashville. Et du coup, on ne regrette pas du tout parce qu'on a adoré cette ville. Donc, parfois, voilà. Les imprévus, c'est bien aussi. Et voilà, du coup, on n'a pas fait le nord. Finalement, on a fait tout le sud et on n'a pas fait le nord. Une prochaine fois. Vous êtes adapté en fait à la situation et vous avez fait évoluer l'itinéraire. Ouais. Malheureusement, ouais, t'es obligé. Hein. Il peut y avoir, nous, on a eu le froid avec la neige qui est arrivée super vite. Après, vers le bas, on a eu des ouragans. On a même eu une tempête avec le vent. On a cru que le camping-car allait s'envoler sur la route. Donc, on est obligé de faire en fonction des intempéries et du temps, quoi. Donc, voilà. Donc, après, du coup, on a traversé par le bas. On est remonté jusqu'à Seattle. On est redescendu donc, sur toute la côte ouest. Bon, on a fait tous les parcs, tout ça. Hein. On est redescendu. Après, on a traversé au Mexique. Bon, là, on a traversé. Il n'y a pas beaucoup de routes pour descendre. Après, on est allé jusqu'au Yucatan. On est descendu. On a fait le Belize, mais on ne s'y est pas attardé. Le Guatemala, on a adoré le Guatemala. On est resté pas mal de jours au Guatemala. Après, on a traversé El Salvador, Honduras, le Nicaragua, le Costa Rica et le Panama, on est rentré. Et en fait, toute cette descente-là, vous êtes resté sur votre itinéraire de base, vous aviez prévu? On n'en avait pas fait. D'accord, c'était au jour le jour, vous restiez dans les pays en fonction de vos envies? En fait, on avait fait un itinéraire pour les USA parce que comme c'est assez grand et qu'il y a beaucoup de choses à voir, on voulait surtout marquer des choses à voir, à pas louper. Et après, par contre, pour le reste, non, on a juste roulé et puis on restait si on voulait rester. Si on trouvait un bel endroit pour rester, on restait. Si c'était pas bon, on partait. Et puis, non, on n'a pas. Enfin, on a rencontré pas mal de familles avec qui on est resté pendant 1 mois et demi. Donc, on s'est suivis, on a fait caravane. Ah, sympa. Donc, du Mexique jusqu'au Nicaragua. On s'est suivis. D'accord. C'est super. Donc, en fait, vous avez fait l'itinéraire avec eux, vous avez visité avec eux ou vous êtes juste posé et chacun. Non, on faisait tout ensemble. D'accord. Bon, il y a juste des fois, si quelqu'un, par exemple, un groupe ou une famille voulait aller faire quelque chose et que les autres, ça leur disait pas, ils y allaient. Hein, pas de... Mais on se suivait. Non, on s'est suivis tout le long. Et du coup, pourquoi vous avez intégré ce groupe de voyageurs? Parce que vous vous sentiez seul dans votre voyage ou vous aviez envie de contact? Les enfants, ça devenait compliqué de ne pas parler français, de ne pas avoir des copains avec qui partager. Ça devenait assez dur. Donc, même aux États-Unis, mon fils, il est parti, il parlait à personne. Lenny, il était insociable au possible. C'était vraiment, il était casanier, il parlait à personne. Enfin, on a eu un peu peur avec le voyage. Tout le monde nous disait, vous allez rentrer, ça va être pire. Et du coup, pendant le voyage, au contraire, il cherchait à parler aux gens. Parce que tellement ça lui manquait. Dès qu'on rencontrait des Français dans les bus touristiques au Grand Canyon, le premier Français qu'on a entendu, c'était dans un bus. Lenny, de suite, il est allé s'asseoir à côté de lui. Il a commencé à discuter parce qu'on sentait que... Et les premiers Français qu'on a rencontrés, vraiment avec qui on a bien partagé, c'était deux jeunes filles qui traversaient sac à dos. Et on s'est retrouvés dans un Burger King. Et voilà. Et mon fils est carrément parti à table manger avec elles. Donc là, on s'est dit, c'est gagné, quoi. Le voyage, au moins pour lui, il aura été bénéfique. Et après, on a rencontré donc toutes ces familles en même temps parce qu'elles se suivaient déjà depuis un petit moment. Et en fait, on les a retrouvées au Mexique, à Palenque. Et voilà. Et de là, vu qu'après, les pays qu'on allait traverser, on n'avait pas d'itinéraire, on n'avait rien. Et en fait, vu qu'il n'y a qu'un seul chemin, on n'allait pas prendre des directions différentes.
Du coup, on a décidé de se suivre. Et puis, d'ailleurs, on est toujours en contact avec eux. Et ils viennent cet été. Donc, si tout va bien. Sympa de créer des nouveaux liens comme ça. Ouais, ils étaient 11 enfants en tout. Ah oui. C'était un peu une colonie de vacances. Ouais, c'était bien. Les devoirs, c'était à l'arrache. Et tout à l'arrache. Hein. Là, ça a été... Ouais, c'est ça. C'était quoi votre quotidien, une journée type? Il y a eu la journée type aux États-Unis, il y a eu la journée type arrivée au Mexique. Il y avait plus. Arrivé au Mexique, en fait, il n'y avait plus rien. Aux États-Unis, on avait une bonne routine un peu chiante, il faut le dire. C'est-à-dire qu'on se levait le matin à 7h30, on déjeunait, on faisait les devoirs, et après on partait. Voilà. On roulait pas mal, parce qu'aux États-Unis, les distances, elles sont quand même assez énormes. Et donc, on roulait pas mal, et après, on essayait d'arriver avant la nuit pour trouver un endroit pour dormir. Et voilà, aux États-Unis, c'était ça. Donc voilà, c'était un peu. Et quand il y avait par contre des journées où on arrivait dans un parc, il n'y avait pas de devoirs. Est-ce que tu faisais les devoirs quand même tous les jours ou finalement visiter aussi certains lieux, ça fait aussi office de devoir? Non, de toute façon, il n'y avait pas de vacances scolaires, il n'y avait rien là. Donc, de toute façon, c'est à notre rythme parce qu'on n'a pas pris le CNED. En fait, les enfants, ils ont été. Ça s'appelle l'instruction en famille. C'est-à-dire on n'a pas voulu prendre le CNED normal, on va dire, où il y avait les contraintes de renvoyer les devoirs et tout ce qui s'ensuit. On a pris le CNED, mais à l'époque, on pouvait tout télécharger gratuitement sur le CNED. Donc, on a téléchargé les classes de nos enfants respectives et on faisait au jour le jour. Mais il n'y avait rien à renvoyer, on n'avait aucun compte à rendre, on avait... donc, du coup, on faisait comme on voulait. Et finalement, on n'a fait que français maths. Au final, vraiment, et les filles, après, on travaillait vraiment les langues parce qu'elles ont voulu parler arrivées au Mexique. Donc, les filles arrivées au Mexique, oui, ont commencé à apprendre les langues sur place. Quoi. Voilà. Oui, de toute façon, dans le voyage, vous visitez tellement de choses que c'est aussi formateur au niveau de la culture générale. Les filles, elles apprennent plein de choses. Enfin, les enfants apprennent plein de choses. Oui. Ouais. Non, c'était vraiment... Mégane, là où on a vu vraiment qu'elle commençait pour le Mexique, c'est un jour, je vais faire une lessive et je lui demande d'aller payer à la dame donc la lessive. Et donc, je lui dis le prix, je ne sais plus comment c'était en pesos. Et donc, Mégane, il va avec ses pesos, elle les donne à la dame, mais elle avait donné plus que... Et la dame, elle prend et elle ne rend pas. Et Mégane, elle lui dit en espagnol, enfin, elle lui fait comprendre, mais tu es en train de m'arnaquer, là. Et c'est là qu'on s'est dit, c'est bon, elle est prête. Ouais, c'est pas laissé, parce que vu que c'était pas la même langue, elle aurait pu dire, bon, je laisse tomber, parce que ça allait être compliqué à l'expliquer. Non, elle a essayé. Du coup, elle a récupéré ses sous. Donc, elle a réussi avec ses mots à se faire comprendre. Donc, voilà, c'est parti. Et du coup, aujourd'hui, elle est toujours passionnée par les langues? La grande, ouais. La grande, elle rêve de faire le tour du monde, elle rêve de faire Erasmus et de travailler quelque part où il y aurait les langues, mais elle ne sait pas encore où se diriger. Mais elle veut en tout cas faire ça. D'accord, ouais, donc il y a un petit quelque chose qui est resté. Ah oui, non, ma grande, je sais qu'elle ne restera pas là et ma mère, elle me dit, ouais, voilà, c'est ta faute, t'es qu'à pas là. Non, on ne fait pas des enfants pour les garder avec nous, mais c'est vrai que... Ouais, c'est dur, mais ouais. Surtout quand on est des voyageurs, on sait que les enfants derrière, il y a de fortes chances qu'ils continuent leur route sans nous après. C'est ça. C'est un peu le... Bon, nous, on les a déjà prévenus que s'ils partaient, il y avait de fortes chances qu'on les suive. Ils ne débarrasseront pas de nous comme ça. Vous êtes parti, vous avez tout quitté. C'était quoi l'objectif de ce voyage? Qu'est-ce que vous recherchiez dans ce voyage long cours? Moi, moi qui suis très, on va dire, j'aimais, parce que c'est moi qui ai le plus changé avec ce voyage. J'aimais que tout soit calculé, tout était organisé, je faisais des listes pour tout. Enfin, c'était vraiment. J'ai fait 6 ans militaire, donc voilà, donc c'est un peu resté. Hein. Et voilà, je voulais me détacher de tout ça et essayer de vivre au jour le jour sans me préoccuper trop du lendemain et le lâcher prise. Voilà. Je voulais vraiment lâcher prise. Et j'ai tellement réussi que le retour a été très difficile pour moi. Voilà. Ouais, c'était ma question d'après, du coup. Est-ce que ces objectifs ont été atteints et c'est quoi aujourd'hui, vous êtes revenu avec quoi de ce voyage? Qu'est-ce qui a changé fondamentalement en vous, dans votre famille, dans votre organisation? Il y a beaucoup de choses qui ont changé.
Et même mes filles qui sont, donc la grande maintenant elle est en seconde, la moyenne elle est en cinquième, et même elles disent qu'elles ont un décalage avec les autres enfants de leur âge. Elles trouvent, hein, après ce qu'elles ressentent en tout cas, qu'il y a un décalage. Et ma grande le vit même pas très bien. C'est pour ça qu'elle rêve que d'une chose, c'est qu'on parte vivre à l'étranger. Enfin, du coup, c'est assez compliqué. C'est vrai que du coup, dans les réseaux sociaux, on arrive à trouver d'autres personnes qui l'ont fait comme nous. Et là, on arrive à parler et voilà, il y a échanger ce qu'on a vécu. Voilà. Donc, c'était vraiment. Et puis nous, on vit tous les 5 et on a toujours été comme ça, par contre. C'est-à-dire qu'on fait tout à 5. Ça a toujours été. Mes enfants n'ont jamais été gardés. On va au resto, c'est avec eux. On va au cinéma, c'est avec eux. On a toujours tout fait avec eux. Et maintenant, c'est même pire, en fait. Parce que même eux ont du mal à faire des choses sans nous. Et s'il y en a un de nous 5 qui n'y est pas, c'est de suite, oh ben non, ben alors on ne le fait pas parce que c'est ça. En voyage, c'était ça aussi. Et c'est ce qu'on disait hier. On était tous rassemblés dans. Là, on a construit. Depuis le voyage, on a réussi à reconstruire que maintenant. Et donc, on a fait une maison. Et hier, on était tous à 5, on tenait dans ça. Et mon mari dit, ça ne sert à rien de faire une grande maison, hein, parce qu'on reste tous au même endroit. Donc voilà. Donc c'est. Et tu penses que ça vous a plus soudé, ce voyage, où vous étiez déjà de base plutôt soudés et les liens ont continué par la suite? Oui, non, on était déjà soudés. Après, de toute façon, vivre dans un camping-car, c'est ça passe ou ça casse, je pense. Bon, tous ceux que moi, en tout cas, j'ai vus, même s'ils n'avaient pas cette habitude d'être ensemble tout le temps, généralement, l'adaptation se fait très, très vite. Mais nous, non, nous, ça n'a rien changé. Nous, on était déjà comme ça, mais on a l'impression qu'en plus, maintenant, on a ce petit truc en commun et voilà, comme je disais tout à l'heure, il n'y a que nous. Donc, je sais pas, c'est comme si on avait une expérience qui nous a unis, mais différemment, on va dire. Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est super riche et c'est vrai que vivre à 5 dans un camping-car, tu as quand même une sacrée proximité pendant 7 mois. Comment vous avez réussi à gérer pour que chaque enfant puisse avoir son intimité, vous en tant que parent, toi en tant que maman? Est-ce qu'il y avait des choses, enfin voilà, comment vous avez géré au quotidien cette promiscuité? On l'a bien géré et parce que personne n'avait d'espace, en fait, à lui. Parce que déjà, comme on a 3 enfants, on ne voulait pas défaire la table tous les jours. Du coup, on avait 2 enfants qui dormaient derrière. On avait fait exprès de prendre un camping-car avec des longs lits. Et du coup, ils dormaient tête bêche. Et un autre était seul. Voilà. Et quand il y en avait un qui avait besoin vraiment d'être seul, on inversait des fois. Et voilà, mais après, c'est tout. Les devoirs, c'était tout le monde en même temps dans le camping-car. Donc, ce qui est génial, c'est qu'on a dû traiter la reproduction avec Mégane. Et du coup, même Lénie qui avait 5 ans, on a fait les frais. Hein, voilà, donc à 5 ans. Ça a été le moment le plus dur au moment des devoirs, n'est-ce pas? Parce que du coup, tout le monde en a profité. Le moment de solitude, j'imagine. Ouais, voilà. Ça a été le moment où d'ailleurs on s'en souvient encore. Donc voilà. Mais après, et après, faut dire que le camping-car est petit, mais on essayait toujours quand même, du moins là où on restait, d'avoir dehors un espace où les enfants pouvaient aller. Donc après, au niveau de. Puis bon, ça c'était qu'aux États-Unis. Après, c'est toujours pareil. Hein. Arrivé au Mexique, ça n'avait rien à voir, quoi. Je veux dire. Alors raconte-nous, alors c'était comment le Mexique? Le Mexique, on est resté 1 mois et demi. Alors la descente, ça a été un peu compliqué parce que c'est vraiment là où tu rentres dans la pauvreté. Hein. Toute la descente du Mexique, c'est vraiment dur. Vraiment, on a pensé remonter à ce moment-là. On a dit le Mexique, c'est pas fait pour nous. Et puis après, on a commencé à arriver dans la première ville. On est arrivé à Mazatlan. Et là, on a commencé à vraiment voir le Mexique différemment. Et puis bon, après ça a été que du positif. Hein. Après, on est allé. Après, on est parti donc vers le Yucatan. Et là, comment dire, le Mexique, il y a vraiment 2 Mexiques. Il y a vraiment le Mexique qui est de l'autre côté, hein, qui est le moins touristique, où c'est vraiment. Là, il y a vraiment la pauvreté. Le pire, ça a quand même été dans un village. On a été jusqu'à Paracho.
C'était pas recommandé pour les Français, mais bon, nous, on le savait pas. On y a été. Et mon mari voulait absolument acheter une guitare à Paracho, parce que c'est le village de la guitare. Donc, on est monté acheter une guitare dans ce petit village. Et moi, je sais que je l'ai très mal vécu, ce village, parce qu'il y avait une pauvreté énorme. Et ce qui m'a tapé le plus, bien sûr, ce sont les enfants. Hein. Donc, voilà. Donc, on a vidé un peu le camping-car des jouets, tout ça. Et puis, les enfants sont allés distribuer leurs jouets. Mais ouais, le Mexique, il y a quand même eu des endroits très, très durs. Bon, comme le Honduras. Hein. Le Honduras, c'est très, très dur. Mais voilà. Après, on arrive dans le Yucatan et c'est sûr, là, c'est que du waouh. Là, le Yucatan, tout est fait pour les touristes. Donc, même les routes, on dirait des autoroutes. Alors qu'ailleurs. Oui, il y a vraiment deux visages. Ah ouais, il y a un gros décalage entre les deux. C'est vraiment énorme. Hein. Ouais. Et ça a été quoi la réaction des enfants face à cette pauvreté? Ils disaient tout le temps, on a trop de la chance. Donc, c'est pour ça que, vu qu'on faisait pas mal de McDo aux États-Unis, parce que ça aide pas mal sur la route, parce que des fois, on rentre dans des Walmart, on a vite, on se dit, c'est pas grave, on va aller au Walmart. Et en fait, tu rentres dans le Walmart et tu as des armes, des chips, des bonbons, mais tu n'as pas tout le temps de la viande, tu n'as pas tout le temps des légumes. Et pourtant, le truc, il fait je ne sais pas combien de mètres carrés, quoi. Mais on voit, eux, où la nourriture aux États-Unis, ça a été dur. Donc, du coup, voilà, donc, du coup, tous les jouets qu'ils ont eus et ceux qu'ils avaient emmenés de France, voilà, de eux-mêmes, hein, c'est pas nous qui avons dit vous allez donner vos jouets. Hein, mais quand ils ont vu les petits-enfants qui demandaient des sous pour nous garder le camping-car arrivé aux douanes, ou qui rebouchaient les trous de la route avec de la terre devant nous pour qu'on passe avec le camping-car, ouais, c'était pas. Il y avait des moments pas trop drôles, on va dire. Alors, est-ce que tu peux me dire quels ont été tes pays coup de cœur durant tout ce voyage? Les pays coup de cœur. Ou des endroits, ça peut être des lieux ouais, voilà, aussi. Ce serait plus des endroits parce que, en fait, il y en a vraiment eu de partout. Bon, déjà, les États-Unis, alors on a tout aimé aux États-Unis, mais vraiment tout, sauf le Texas. Ah. Les mauvaises rencontres qu'on a faites, c'était là-bas. Le Mexique, c'était les cénotes. Les cénotes et toutes les pyramides, tous les temples qu'on a pu voir. Et là où on a été vraiment surpris, c'est le Guatemala, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit comme ça. Donc le Guatemala a été notre surprise du voyage. Et d'ailleurs, quand j'avais mis les photos sur ma page Facebook, mais tout le monde nous disait, mais ah ouais, du coup, on découvre ce pays, quoi, parce que personne se dit qu'il est comme ça. Et du coup, plusieurs personnes m'ont dit, ah ben du coup, on ira. Voilà, donc le Guatemala a été la bonne surprise du voyage. Après, on n'a pas du tout aimé le Nicaragua, par contre. Pourquoi? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Le Nicaragua, je sais pas. Mais je sais pas, c'était un sentiment. Déjà, c'est les seuls endroits où le soir, on nous a fait sortir en nous disant que c'était risqué de rester là. Des endroits où on se mettait pour dormir. Ah, d'accord. Donc, du coup, après, on devait rouler de nuit pour trouver un autre endroit, un autre bivouac. Donc, et c'était pas facile parce que les routes, donc, il n'y a pas de. Elles ne sont pas tracées au sol. Il n'y a pas de lumière. Et bizarrement, les gens s'assoient au bord des routes. Alors, c'est très dur, vraiment, de rouler dans le Nicaragua. Et du coup, bon, on a bien aimé certaines choses quand même, mais on l'a vite traversé, quoi. Parce que vous n'êtes pas senti à l'aise dans ce pays? Non, on était bien content d'arriver au Costa Rica. Le Costa Rica, c'est magique comme pays. Oui, là, par contre, on a adoré. Le Costa Rica, on a bien aimé. Bon, après, il faut choisir parce que les parcs, il y en a beaucoup. Nous, on n'en a fait qu'un. Ouais, c'était beau. Et on n'est pas allé du côté Caraïbes. Ah, d'accord. Vous avez fait que le Pacifique. Ouais, on a fait que ce côté-là. Et du coup, c'était quand même assez simple, globalement, de trouver des lieux pour dormir le soir, quels que soient les pays, ou à part au Nicaragua où c'était compliqué. Mais globalement, comment vous faisiez pour choisir vos bivouacs? On avait des applications sur les téléphones. Il y a Maps.me et je ne sais plus si ça s'appelle Yoverlander ou Yoverland, je ne sais plus. Mais ça, c'est génial par contre, parce que c'est des applications qui sont faites par d'autres voyageurs. Et donc, au fur et à mesure, par exemple, nous, quand on faisait des bivouacs et qui n'étaient pas inscrits dessus, on les rajoutait. Et dessus, du coup, tu peux mettre s'il y a
s'il y a l'eau, par exemple, ou tu vois, si tu as l'électricité, les commodités d'à côté, tout ça. Donc, c'est vraiment une application qui est faite par des voyageurs pour les voyageurs. Et du coup, ça t'indique vraiment, et avec Maps.me, tu peux les mettre en lien, les deux applications. Et du coup, Maps.me t'emmène jusqu'à ton bivouac. D'accord. Donc, c'était assez, parce que pour les États-Unis, on avait le GPS qu'on avait en France, quand on avait téléchargé les cartes, mais arrivé au Mexique, ça n'existe plus. Donc, du coup, on avait fait avec Maps.me. Donc, voilà. D'accord. Ouais, donc globalement, c'était assez simple. C'était pas une prise. Ah non, c'est pas simple. Et au Mexique, on peut bien dormir dans les stations essence aussi. Parce que c'est pas autorisé partout? C'est-à-dire qu'il faut de la place. Et au Mexique, ça s'appelle les Pemex. Et ce sont des stations essence qui ont des parkings énormes. Et en fait, on dormait avec les camions. Et voilà, mais c'est sécure, quoi. Je veux dire, nous, au début, on a eu peur parce qu'on arrive des États-Unis, on arrive au Mexique et on nous dit, vu qu'il n'y a pas des campings partout, là, vous dormez sur les stations essence. C'est un peu. Voilà. Et finalement, après, c'est ce qu'on faisait. Et vraiment nickel, quoi. Donc voilà. Et du coup, pour toi, l'itinéraire que vous avez fait, le fait de partir des États-Unis où c'était quand même safe et descendre quand même dans les pays beaucoup plus pauvres, est-ce que c'était pour vous le bon sens, dans le sens où pour commencer le voyage, être dans un pays complètement sécure, adapté et progressivement descendre, voilà, on va dire plus sur un voyage, on va dire pas plus à l'arrache, mais pas moins sécure non plus, c'est pas moins sécure, mais... Non, mais je vois ce que tu veux dire, parce qu'on s'est posé la question. Et c'est vrai qu'on a commencé par le Canada, c'était juste question facilité. C'est-à-dire que pour récupérer le camping-car, pour le début, si tu veux, pour commencer, comme on est arrivé à Montréal, on est arrivé dans un hôtel, ça parlait français. Voilà. Et c'est vrai que ça nous mettait dans les conditions, mais petit à petit. Voilà, c'est pas de suite un choc culturel, c'est pas de suite... voilà, donc c'est vrai que oui, on l'a fait dans ce sens-là pour ça. Oui, ça aide à se mettre petit à petit dans le bain. Vous Mm. étiez des grands voyageurs avant ou vous n'aviez pas spécialement... Non. C'est d'ailleurs pour ça que nos deux familles n'étaient pas... Avant, les seuls voyages qu'on ait fait, c'était la Corse, l'Italie ou la Corse, Carcassonne. Donc, voilà. Mais mon mari avait déjà fait le tour d'Europe sac à dos quand il était plus jeune. Donc lui, oui, il l'avait déjà fait, mais en famille, non. En famille, on n'avait jamais rien fait. Mais voilà, justement, là, on voulait... ça faisait tellement longtemps que ça nous trottait que il fallait qu'on le fasse un jour ou l'autre. Il fallait qu'on le fasse. Ouais, c'était un objectif. Non, mais c'était obligé, parce que dès qu'il y avait un truc qui allait pas dans nos vies, c'était allez, on plaque tout, on se casse. À chaque fois, c'était donc il fallait qu'on le fasse et heureusement qu'on l'a fait, franchement. Vous n'avez aucun regret de ce que vous avez fait. Alors, je ne sais pas si tu veux en parler ou pas, mais il me semble que vous êtes rentré plus tôt que prévu. Oui, pas de souci. Et en fait, au départ, notre objectif était de partir 2 ans et on devait faire donc du Canada jusqu'à Ushuaia. Sauf qu'en cours de route, on a mon tout petit qui a développé l'asthme, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Et il n'avait pas avant de partir. Du coup, comme mon mari est asthmatique et que le petit avait des soucis de santé, c'est-à-dire que dès qu'il avait une maladie, on mettait des plombes à le guérir. Ma pédiatre m'avait quand même donné de la ventoline. Voilà, on avait quand même... mais on ne pensait pas que ça allait se déclarer à ce point-là pendant le voyage. Donc, j'avais de quoi traiter la crise, mais j'avais pas de traitement de fond. Donc, du coup, n'importe où on arrivait, dès qu'il s'excitait un peu ou dès qu'il y avait un gros décalage au niveau des températures, ou quoi, surtout arrivé au Mexique où ça commençait un peu à devenir humide, ça devenait très compliqué. Et on a rencontré c'est arrivé au Guatemala, à Antigua, où on a rencontré un couple qui, eux, remontaient, ils étaient partis d'en bas, eux. Donc, en fait, ils faisaient le chemin inverse. Et ils nous ont déconseillé de faire le sud, étant donné que là-bas, les routes, il y a beaucoup de routes, mais pas forcément beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de... Voilà, s'il lui arrivait quelque chose et qu'on était, j'en sais rien, moi, sur le Salar, ou trouver un hôpital, c'est très compliqué. S'il faisait une crise, vu qu'on ne savait pas comment il allait réagir par rapport à l'altitude, on avait très peur. Du coup, on a préféré rentrer pour le soigner. Et voilà, on a bien fait parce que son asthme s'est aggravé. Donc ça a un peu écourté le voyage. Mais... Oui, finalement, vous êtes parti que 7 mois au lieu de 2 ans, quand même. Ouais. En fait, c'était soit on rentrait par le Panama, soit après, de toute façon, il fallait aller en bas.
Et ça nous faisait payer le transit pour aller jusqu'en Colombie, où on aurait pu quand même peut-être faire un peu le haut du bas, on va dire. Mais le Panama, c'était facile pour rentrer, donc on a préféré rentrer à ce moment-là. Après, on s'était dit peut-être justement profiter de ça, vu que de toute façon, on n'avait rien, on n'avait plus de maison, on n'avait plus de boulot, de partir faire l'Asie sac à dos. Finalement, on est rentré. Et du coup, comment tu l'as vécu, ce retour anticipé? Trop mal. Je l'ai vécu très, très mal. Encore maintenant, pourtant, bon, maintenant ça va, maintenant qu'on a réussi à se reconstruire, mais du coup, ça a mis beaucoup de temps. Ne serait-ce que pour retrouver la vie qu'on avait avant, on a mis beaucoup de temps. Ouais, ça a été très compliqué. Et puis, c'était un goût d'inachevé quand même. Et alors, puis disons que quand je suis rentrée, je me suis pas mise, ça y est, on est rentré, je suis sédentaire, je bouge plus ni rien. Non, bon, déjà, à peine on est rentré, on est reparti en Italie. Parce qu'on ne pouvait pas rester enfermé, on était des lions en cage, hein. C'était très compliqué. Et puis après, j'ai trouvé un boulot, donc bon, voilà. C'est cool, hein, mais... Le fait de trouver un boulot, ça y est, quoi. Tu signes un peu ta sédentarité complète. C'est ça. Et puis voilà, et puis du coup, je m'étais mis sur tous les sites de voyage, sur Facebook, dans les groupes de voyage, sur Instagram, les trucs de voyage. Et en fait, je suivais tous les gens qui voyageaient et je vivais leur voyage, en fait. Et j'avais énormément de mal à revenir à ma vie, à la réalité. Je ne voulais pas, en fait. Je ne voulais pas. Et c'est que maintenant que j'y arrive. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait pour essayer de faire passer ce mal, je ne sais pas comment expliquer, ce mal-être On s'est mis dans le projet maison. Et en fait, moi, j'avance avec les projets. Donc, si je n'ai pas un projet, je ne suis pas bien. Et bon, on s'est mis dans le projet maison. Et vu que c'est nous qui la faisons, la maison, du coup, ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Donc, du coup, voilà. Depuis qu'on s'est mis dans la maison, donc c'était il y a 1 an. On s'est mis dans les papiers en février de l'année dernière. Voilà. Là, j'ai commencé à vivre pour un autre projet, on va dire. Ouais, c'est ça. Tu avais retrouvé quelque chose dans lequel tu pouvais te réinvestir à 200%. Et comment les enfants ont vécu ce retour? Parce qu'ils ont dû retourner à l'école en pleine année scolaire. Non, on les a fait continuer à la maison jusqu'en juin. Et ils sont retournés à l'école en septembre. D'accord. Et ça s'est bien passé, le retour? Nickel. En fait, ils ont retrouvé leurs écoles. Parce qu'on n'a pas déménagé. On est revenu là où on était au départ. Donc, du coup, vu que Megan, elle est partie en CM1, elle a récupéré sa classe en CM2. C'était la même classe qui la suivait depuis la première année de la maternelle. Donc, elle a retrouvé ses copines. Lenny, pareil. Lenny, il a sauté sa dernière année de maternelle. Il s'est retrouvé en CP avec ses copains. Donc, voilà. Il n'y a que Evan Alésia qui, au collège, ça change. Mais elle, par contre, elle a dû faire des évaluations quand on est rentré. Parce que comme on est parti donc, au CNED, sans le CNED, elle n'a pas eu de suivi. Donc, pas de bulletin, pas de rien. Donc, par contre, en juin, ils lui ont fait faire 2 évaluations, français et maths, pour voir si elle pouvait intégrer la classe supérieure. Et du coup, elle a intégré la classe supérieure et ça se passe très, très bien. Donc, voilà. Tu pourrais conseiller aux parents qui comme vous, qui avaient cette envie de voyage, envie de partir en camping-car, quel conseil tu pourrais leur donner? De le faire. De toute façon, je pense qu'une fois que l'idée se met dans le crâne, elle revient toujours. Je veux dire, après, nous, je sais que pendant plusieurs années, toutes les années avant où on voulait le faire, on faisait des tableaux, les pour et les contre. Et c'est sûr qu'il y a toujours des contres. Il va toujours y avoir, ouais, mais ça, c'est pas la bonne année parce qu'à l'école, il y a ça, c'est pas la bonne année parce qu'il y a ça. Il y aura toujours quelque chose qui fera que ce sera pas la bonne année. Donc, la fois où on est parti là, bizarrement, c'est la fois où on n'a rien préparé. La maison, c'était pas prévu qu'elle parte. On n'a pas fait de tableau pour et contre. Ouais, c'est comme si cette fois-là, c'était, voilà, vous avez rien préparé, c'est la bonne. Alors, je sais que quand on commence un projet comme ça, vu que c'est très, très long pour arriver jusqu'au départ, on est obligé de faire 50 000 itinéraires, de faire 50 000 listes pour se dire c'est concret, c'est vrai, ça va arriver. Mais il ne faut pas avoir peur des contres parce que finalement, une fois que vous partez en voyage, les contres, ils n'existent plus. Donc, même les enfants, nous, on a eu Megan, ça vraiment, mais vraiment, hein, c'était
ça a été très dur on peut dire le mot arracher parce que la maison, ne serait-ce que la maison, et pourtant c'était qu'une maison, je veux dire, elle avait énormément de mal à la quitter. Sa famille et ses amis, ça a été très très dur. Et maintenant, si là, elle venait, elle vous dirait, je repars demain. Donc voilà, faut pas. Si vous sentez que c'est bon pour vos enfants, il ne faut pas hésiter et voilà, ils s'adaptent. Même plus vite que nous et beaucoup mieux. Tracasse beaucoup pour eux, leur bien-être, etc. Mais finalement, ils ont une capacité d'adaptation qui est juste mais oui. supérieure à la nôtre, en tout cas. Ah oui. Non, c'est que bénéfique, de toute façon. Mais est-ce que vous avez d'autres projets voyages pour les années à venir? Oui. Déjà, on voudrait retaper un van. Donc, peut-être un van. Après, on ne sait pas. Après, on se dit quand les enfants auront quitté la maison, on se voit bien se prendre un 4x4 avec une tente et faire l'Amérique du Sud, ce qu'on n'a pas fait. Et puis le reste du monde. Hein. Voilà. Après, il y a l'Afrique. Mais oui, déjà cette année, là, cet été, au départ, on devait partir à Tokyo. Puis bon, après est arrivé le coronavirus, donc on s'est dit on ira plus près, on ira à l'Italie, et puis en fait ça a attaqué ça attaque la planète, donc. Oui, tout est en stand-by pour l'instant sur les coûts. Et finalement, on avait fait quoi pour votre camping-car? On l'a revendu. D'accord. Vous l'aviez acheté exprès pour le voyage, vous l'avez fait expédier et après vous l'avez revendu. C'est ça. Alors, une chose aussi, c'est que nous, quand on a acheté le camping-car, tout le monde nous avait dit d'abord louer un camping-car. Parce qu'autant, c'est pas du tout votre truc, ça n'ira pas, ceci, cela. Ouais. Donc, nous, on l'a acheté, on n'a pas écouté, on n'écoute jamais. Donc, on l'a acheté et on a fait une journée en Corse. Alors, déjà, les routes de Corse pour les villages, comment dire, c'est catastrophique. Et nous, on est partis en camping-car à Ajaccio où ça tourne comme ça. Le petit, il a vomi tout le long. Et là, on se dit, mais dans quoi on s'est engagé? Et quand on est rentré, on n'avait qu'une envie, c'était de s'allonger sur le canapé, tu vois. Et on a dit, on raconte cette journée à personne. Ils vont tous nous dire, vous voyez, on avait raison. Donc on le dit à personne ce qui s'est passé aujourd'hui. Et finalement, on a bien fait parce que, sincèrement, si on l'aurait loué et ça se serait passé comme ça, on ne serait pas parti. Donc voilà, après on s'adapte. Il faut se dire que c'est juste un moment d'adaptation et les enfants aussi parce que Lénie n'a plus vomi. Oui, c'était peut-être le lieu qui n'était pas forcément approprié pour le coup. Oui. Non, il faut dire que là, la route de chez nous à Ajaccio, c'est 3 heures et ça tourne, ça monte en montagne. Voilà. Donc du coup, mais après il a plus vomi. Tu m'étonnes. Et du coup, ça n'a quand même pas remis en question. Vous vous êtes dit, allez, on. De toute façon, la maison a été vendue. De toute façon, on n'avait plus le choix. La maison était vendue et on avait acheté le camping-car à crédit qu'on devait le rembourser avec la vente de la maison. Donc, de toute façon, on n'avait plus le choix. Donc, il fallait partir. Donc, voilà. Et donc, vous avez fait mettre le camping-car, vous êtes parti de Belgique, vous êtes monté un camping-car en Belgique ou vous l'avez fait transporter? Non, on est allé jusqu'en Belgique. En fait, on a quitté la Corse, on a pris le bateau, on est allé à Carcassonne parce que mon mari, donc sa mère habite à Carcassonne, donc on est resté quelques jours chez elle, le temps de dire au revoir à la famille là-bas. Et on est montés tous en camping-car jusqu'à Anvers. De là, on a posé le camping-car. De Anvers, on est retourné à Paris, on a pris l'avion. Et nous, on est arrivé directement à Montréal. Et là, on a attendu 15 jours, je crois, à Montréal. Là, on a loué une voiture parce qu'on a voulu commencer un peu à faire un petit trip. On n'a pas pris l'avion Montréal-Halifax. On a loué une voiture. Donc, on s'arrêtait dans tous les motels pour arriver jusqu'à Halifax. Et voilà. Après, on est arrivé à Halifax. Et après, on a fait pareil pour aller le chercher. On l'a attendu à Carcassonne. On est remonté en avion, par contre, jusqu'en Belgique. Et on est redescendu en camping-car. Oui, donc, du coup, vous avez quand même eu ce trajet de France-Belgique pour vous préparer, pour apprendre à manœuvrer la bête, etc. C'est ça. Bon, moi, j'ai manœuvré une fois. Et juste le jour où je décide de prendre le camping-car, des camions partout. Partout. Horrible. Du coup, premier truc où j'ai pu m'arrêter, je me suis arrêtée, j'ai dit, tu conduis, je conduis plus. Je crois qu'on a fait le tour des questions. On va être obligé de se quitter malheureusement parce qu'on a déjà même explosé un peu le timing. Je te remercie beaucoup, Émilie, d'avoir répondu à mes questions. C'était un plaisir d'écouter ton voyage en famille. C'était vraiment chouette. Merci beaucoup. Merci à toi, vraiment.
J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et vous aura inspiré. En tout cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Si d'ici là, vous souhaitez soutenir gratuitement le podcast, c'est très facile. Il ne vous reste plus qu'à écrire un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute et y mettre 5 étoiles. Voilà, je vous dis belle semaine et à mercredi prochain. Ciao!